Le sang n'était pas encore séché que les corbeaux commençaient déjà à descendre. Sur le pont de Montereau, sous le ciel gris de septembre 1419, le corps de Jean Ier de Bourgogne gisait mutilé sur les pierres froides, son visage défiguré par la violence des haches qui avaient trouvé chair et os avec une précision chirurgicale. L'homme qui, autrefois, avait contrôlé les destinées de la France, qui faisait trembler les rois et courber les papes devant son pouvoir, n'était plus qu'une masse putréfiée disputée par des oiseaux charognards. Mais cette mort brutale ne fut pas la fin d'une histoire. Elle fut le clou sanglant d'une vie bâtie sur la trahison, la peur et une soif de pouvoir qui dévora non seulement son âme, mais toute l'Europe médiévale. 29 ans plus tôt, lorsque Jean avait hérité du duché de Bourgogne de son père, Philippe le Hardi, en 1404, il incarnait lui-même la magnificence médiévale. Sa cour à Dijon rivalisait avec Versailles en splendeur. Ses palais résonnaient du son de musique raffinée et des parfums d'épices orientales exquises. Le jeune duc, alors âgé de seulement 32 ans, possédait une présence magnétique qui obligeait les hommes puissants à baisser les yeux en sa présence. Ses cheveux dorés tombaient en vagues parfaitement arrangées sur ses épaules larges, couvertes des plus fines soies de Damas, et ses yeux bleus avaient l'éclat froid de l'acier trempé. Lorsqu'il parlait, sa voix grave résonnait dans les chambres de pierre, telle la rugissante fureur d'un lion sur son territoire. Ses mains, ornées d'anneaux incrustés de rubis et d'émeraudes, gesticulaient avec l'autorité de celui qui était né pour commander. Le pouvoir émanait de chaque pore de sa peau, chaque mouvement étant calculé pour démontrer sa supériorité sur les mortels ordinaires qui l'entouraient. Durant les premières années de son règne, Jean avait consolidé un empire s'étendant des Pays-Bas jusqu'aux frontières de la Suisse. Ses terres étaient plus riches que celles du roi de France lui-même, ses armées plus disciplinées, son influence plus redoutée. Les marchands flamands s'inclinaient devant lui, offrant leurs étoffes les plus précieuses. Les banquiers italiens se disputaient le privilège de financer ses campagnes. Les artistes renommés se pressaient pour décorer ses salons. Le duché de Bourgogne était devenu le cœur vibrant de l'Europe, et Jean en était le seigneur absolu. Il arpentait les couloirs de marbre de ses palais avec la confiance d'un dieu parmi les mortels, sachant qu'un simple geste de sa main pouvait décider du destin de milliers d'hommes. Son rire résonnait dans les vastes salles lors des banquets somptueux où des sangliers entiers étaient servis sur des plats d'or, et où le vin coulait comme des rivières carmin. Ces nuits-là, entourées de nobles suspendus à chacun de ses mots, Jean semblait immortel, invincible, destiné à façonner le monde à son image. Mais le pouvoir est une drogue addictive, et Jean découvrit bientôt que contrôler son duché ne lui suffisait plus. Son regard se tourna vers Paris, vers le trône de France, où le roi Charles VI, surnommé le Fol, alternait entre périodes de lucidité et démence profonde. Lors des accès de folie du roi, lorsque Charles VI croyait être fait de verre et refusait qu'on le touche de peur de se briser, la régence du royaume était confiée à des nobles ambitieux. Jean y vit sa précieuse occasion et s'y jeta à corps perdu. Il commença à tisser une toile d'alliance et de trahison qui s'étendrait à toute la cour royale, corrompant les consciences par l'or bourguignon et les menaces voilées. Son influence croissait comme une infection, se répandant silencieusement dans les couloirs du pouvoir, jusqu'à ce que, sans que personne ne s'en aperçoive tout à fait, Jean fut devenu le véritable souverain de France. En 1407, cette ambition démesurée poussa Jean à commettre l'acte qui allait définir le reste de sa vie. L'assassinat de Louis d'Orléans, frère du roi fou. À l'aube glaciale du 23 novembre, dans les rues étroites de Paris, des sicaires engagés par Jean attendirent patiemment dans l'obscurité. Quand Louis quitta la maison de sa maîtresse, insouciants et sans défense, les assassins émergèrent de l'ombre tels des démons. Le premier coup de hache trancha sa main droite alors qu'il tentait de se défendre. Le second ouvrit son crâne comme une noix mûre. Le sang de Louis d'Orléans se répandit sur les pierres pavées parisiennes, se mêlant à la boue et au détritus, tandis que ses yeux agonisants fixaient les étoiles froides qui furent témoins de son dernier soupir.
Lorsqu'on découvrit le corps le lendemain matin, des mouches s'étaient déjà posées sur les plaies ouvertes, et l'odeur métallique du sang coagulé se mêlait à la puanteur fétide des égouts de la ville. Initialement, Jean nia tout lien avec le crime. Il se présenta devant la cour impassible, les yeux clairs ne trahissant aucune émotion, tandis qu'il jurait par tous les saints qu'il était innocent. Ses lèvres minces prononçaient mensonge après mensonge avec la même aisance qu'elles psalmodièrent des prières, et ses mains restaient parfaitement immobiles tandis qu'il feignait des larmes de compassion pour la mort de son cousin. Mais les preuves étaient accablantes, des témoins commencèrent à parler, et la pression devint intenable. Finalement, en mars 1408, dans un geste qui choqua toute l'Europe, Jean confessa publiquement l'assassinat. Mais sa confession ne fut pas un cri de pardon, ce fut une déclaration de guerre. Devant une assemblée stupéfaite à l'autel Saint-Paul, Jean déclara qu'il avait tué Louis d'Orléans pour sauver la France de la tyrannie, que cet assassinat n'était pas un acte de trahison, mais de patriotisme. Ces mots résonnèrent dans la salle comme des blasphèmes, et beaucoup des présents firent le signe de croix, horrifiés par l'audace diabolique de cet homme qui faisait du fratricide une vertu. À partir de ce moment, Jean n'était plus simplement un duc puissant. Il était devenu beaucoup plus dangereux, un homme ayant franchi une ligne morale dont on ne revient pas. Ceux qui le connaissaient commencèrent à remarquer des changements subtils dans son apparence. Ses rires, autrefois chaleureux et communicatifs, prirent un ton métallique qui glaçait le sang. Ses yeux, jadis brillants d'intelligence et de charme, se dotèrent d'une dureté vitreuse qui faisait détourner le regard même de ses plus proches alliés. Lors des repas, il n'était pas rare de le voir jouer distraitement avec la lame d'une dague, la frottant contre sa propre peau jusqu'à en faire apparaître de petites gouttes de sang. Les serviteurs racontèrent plus tard qu'il le surprenait souvent la nuit, marchant dans les couloirs sombres de ses palais comme un fantôme, murmurant les noms d'ennemis réels ou imaginaires. L'assassinat de Louis d'Orléans déclencha une guerre civile qui déchirerait la France durant 12 longues années. Les Armagnacs, partisans de la vengeance contre Jean, et les Bourguignons, ses soutiens, transformèrent le royaume en un champ de bataille sanglant où frères tuaient, frères et fils trahissaient pères. Jean alimenta ce conflit d'une soif vorace, voyant dans chaque bataille une opportunité d'étendre son pouvoir. Il finança des mercenaires qui violaient des religieuses et brûlaient des églises, engagea des assassins qui empoisonnaient les puits et égorgeaient des enfants, et sponsorisa des pillards qui transformaient des villages prospères en cimetières, fumants. Chaque atrocité commise en son nom était justifiée par la nécessité politique. Chaque crime transformé en stratégie indispensable. La France saignait, et Jean se baignait dans ce sang comme s'il s'agissait d'eau bénite. Au fil de ces années de guerre, des témoins commencèrent à documenter les transformations physiques qu'opéraient sur le duc les effets du pouvoir et de la culpabilité. Pierre de Félin, chroniqueur de l'époque, écrivit dans ses mémoires que Jean avait développé un tic nerveux provoquant des contractions violentes de sa paupière droite lors des conversations animées. Ses cheveux dorés commencèrent à blanchir prématurément, d'abord aux tempes, puis se répandant comme une couche de givre sur son crâne. Ses mains, autrefois fermes et élégantes, tremblaient de plus en plus lorsqu'il tenait des armes ou des documents importants. Plus perturbant encore était son habitude de se lécher constamment les lèvres, les gardant toujours humides et rouges, comme s'il venait tout juste de boire du sang. Les domestiques murmuraient dans les couloirs qu'il le surprenait, parfois parlant tout seul, maintenant de longues conversations avec des interlocuteurs invisibles, parmi lesquels semblaient figurer des voix de mort. En 1413, une révolte populaire à Paris faillit coûter la vie à Jean. Les Parisiens, lassés par la guerre civile et l'oppression, prirent les armes contre les Bourguignons. Jean fut contraint de fuir la capitale déguisé en simple marchand, caché dans une charrette malodorante chargée de poissons avariés. L'homme qui jouissait jadis de porteurs somptueux se cache maintenant parmi des entrailles de poisson, l'odeur nauséabonde, imprégnant ses habits raffinés et sa peau aristocratique.
Durant cette fuite humiliante, il vomit à plusieurs reprises, non pas seulement à cause de l'odeur, mais aussi de la terreur d'être découvert et lynché par une foule enragée. Pour la première fois de sa vie, Jean goûta à l'âpreté du véritable effroi, et cette expérience laissa des traces indélébiles dans sa psyché. Dès ce jour, il ne parvint plus jamais à dormir profondément, se réveillant sans cesse, en sursaut, en sueur, et guettant des ennemis dans l'ombre de ses appartements. La guerre civile française offrit une opportunité en or aux Anglais, qui envahirent le territoire français en 1415 sous le commandement du roi Henri V. Jean, dans un calcul politique froid et méprisable, décida de s'allier aux envahisseurs anglais contre ses propres compatriotes. Cette trahison envers la patrie fut sans doute son crime le plus impardonnable, le transformant d'assassin en collaborateur étranger. Dans le traité secret signé avec les Anglais, Jean promit non seulement un soutien militaire, mais aussi des renseignements sur les défenses françaises, les routes d'approvisionnement et les plans militaires des Armagnacs. En échange, les Anglais lui assurèrent qu'il conserverait ses terres et accroîtrait son pouvoir lorsque la France serait conquise. C'était une transaction avec le diable, et Jean l'accomplit les yeux grands ouverts, sachant exactement le prix à payer de son âme immortelle. La bataille d'Azincourt, en 1415, fut la conséquence directe de cette trahison. Tandis que la fine fleur de la chevalerie française mourait embourbée dans la boue des champs de bataille, transpercée par les flèches anglaises, Jean demeurait en sécurité sur ses terres, comptant les pièces d'or que les Anglais lui versaient pour le sang de ses compatriotes. Des rapports de l'époque décrivent comment il observait les préparatifs de la bataille depuis une colline lointaine, utilisant une longue vue primitive pour contempler la boucherie. Des témoins rapportent qu'il souriait en voyant des nobles français tomber comme du bétail, et qu'il applaudissait lorsque le roi anglais ordonnait le massacre des prisonniers blessés. Ces actes de sadisme calculés commencèrent à isoler Jean même de ses plus proches alliés, qui se mirent à se demander s'ils avaient pactisé avec un homme ou avec un démon. Dans les années qui suivirent Azincourt, l'apparence physique de Jean continua de se détériorer de manière alarmante. Les portraits de l'époque montrent un homme profondément transformé par la culpabilité et la paranoïa. Ses yeux, auparavant clairs et perçants, avaient pris une teinte jaunâtre maladive, avec des pupilles constamment dilatées, comme s'il était sous l'effet d'une drogue. Sa peau, jadis rose et saine, avait développé une pâleur cadavérique parsemée de taches sombres que les médecins de la cour ne parvenaient pas à expliquer. Son corps, autrefois droit et imposant, avait commencé à se courber prématurément, comme si le poids de ses crimes inclinait littéralement sa colonne vertébrale. Plus troublante encore était son haleine, devenue fétide et métallique, repoussant ceux qui l'approchaient. Certains murmuraient que c'était l'odeur d'une mort prématurée, d'autres qu'elle provenait directement de son âme corrompue. La paranoïa de Jean atteignit des niveaux pathologiques durant ces années sombres. Il fit installer des miroirs dans tous les couloirs de ses palais pour pouvoir voir qui s'approchait par derrière. Ses appartements furent fortifiés comme une forteresse, avec des portes de fer et des fenêtres à barreaux, transformant ses chambres en cellules luxueuses. Il commença à porter différents déguisements, même au sein de ses propres terres, changeant constamment de vêtements et d'apparence pour tromper d'éventuels assassins. Les serviteurs étaient contraints d'avaler une bouchée de chaque plat avant qu'ils n'y touchent. Et même ainsi, Jean rejetait souvent des repas entiers, suspectant sans fondement un empoisonnement. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, si intenses qu'il se réveillait en criant, et il n'était pas rare de le trouver le matin avec des égratignures auto-infligées sur les bras et le torse, comme s'il avait mené des combats corporels contre des démons pendant son sommeil. En 1418, les forces anglo-bourguignonnes finirent par conquérir Paris. Jean s'avança dans la capitale française tel un conquérant, mais sa victoire avait le goût des cendres. La ville qu'il avait contribué à ravager gisait en ruines, ses rues jonchées de cadavres en décomposition, ses bâtiments marqués par les cicatrices de la guerre. Le palais du Louvre, où Jean installa sa résidence temporaire, résonnait du silence sépulcral d'un mausolée.
Lors des banquets de célébration, son rire forcé résonnait dans les salles vides comme le cri d'une âme en peine. On rapporta plus tard que Jean s'arrêtait souvent au milieu des conversations, le regard perdu dans le vide, comme s'il entendait des voix que lui seul pouvait percevoir. À plusieurs reprises, on le vit converser avec des portraits de personnes décédées, entretenant de longues discussions avec l'image de Louis d'Orléans, comme si le spectre de sa victime venait réclamer sa dette de sang. C'est dans ce contexte de victoire amère et de paranoïa croissante que lui parvinrent les nouvelles concernant Jeanne d'Arc. La jeune paysanne, qui prétendait avoir des visions divines et la mission de chasser les Anglais de France, devint rapidement un symbole de la résistance nationale. Pour Jean, Jeanne incarnait tout ce qu'il avait trahi, la foi authentique, le patriotisme pur, le courage sans tache. Lorsqu'il apprit ses premières victoires militaires, Jean subit ce que des témoins décrivirent comme un effondrement mental complet. On le trouva à genoux dans ses appartements, frappant sa tête contre les pierres froides, tout en proférant des blasphèmes contre Dieu et tous les saints. Ses poings enserraient l'air comme s'il luttait contre des ennemis invisibles, et sa bouche écumait comme celle d'un animal enragé. Les médecins de la cour durent le sédater avec de l'opium pour contenir ses convulsions. Pendant 3 jours, il resta inconscient, murmurant en délire des mots latins semblant être prières inversées ou invocations démoniaques. L'ascension fulgurante de Jeanne d'Arc révéla à Jean une vérité terrifiante. Il avait choisi le mauvais camp de l'histoire. Tandis qu'une paysanne illettrée galvanisait les foules par sa foi inébranlable, le puissant duc de Bourgogne se trouvait isolé dans une tour d'ivoire bâtie sur des cadavres. Ses alliances avec les Anglais, jadis source de pouvoir, étaient devenues des chaînes l'astreignant à une cause perdue. La France s'éveillait de son cauchemar, et Jean comprit avec une horreur grandissante que, quand le pays se réveillerait entièrement, il serait désigné comme l'un des principaux responsables des souffrances nationales. Des lettres interceptées de l'époque révélaient son désespoir croissant à trouver une issue honorable au labyrinthe de trahison qu'il avait lui-même édifié. Dans une correspondance particulièrement révélatrice adressée à un confesseur, Jean écrivit « Les morts ne me laissent pas dormir, et les vivants ne me laissent pas vivre. Je suis un fantôme marchant entre 2 mondes, n'appartenant à aucun. » C'est dans cet état mental fragmenté que Jean commença à envisager la possibilité d'une réconciliation avec le dauphin Charles, héritier légitime du trône de France et chef des Armagnacs. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait passé des années à tenter de détruire la monarchie française implorait maintenant le pardon du prince, représentant tout ce qu'il avait combattu. Les négociations secrètes pour cette réconciliation débutèrent à l'été 1419, menées par des intermédiaires risquant leur vie pour faire le lien entre 2 ennemis mortels. Jean savait que tout accord avec le dauphin serait considéré comme une trahison par les Anglais, mais sa position était devenue intenable. Il se trouvait littéralement cerné par des ennemis. Les Français le haïssaient pour sa trahison, les Anglais doutaient de sa loyauté, et ses propres sujets commençaient à douter de sa santé mentale. Les lettres échangées durant ces négociations, conservées dans les archives royales, révèlent un homme totalement différent du conquérant arrogant des premières années. L'écriture de Jean, autrefois ferme et élégante, était devenue tremblotante et irrégulière, avec des bavures d'encre témoignant de mains moites et nerveuses. Ces mots, jadis précis et calculés, s'égaraient dans des digressions incohérentes, pleines de références bibliques et de promesses de pénitence. Dans une lettre particulièrement troublante, il écrivit au dauphin « Seigneur, je suis comme Judas cherchant à rendre les 30 deniers d'argent, mais je ne trouve personne pour acheter ma culpabilité. Le sang que j'ai versé crie des champs de bataille, et il n'y a pas assez d'eau sur terre pour laver mes mains. » Son langage témoignait d'un homme au bord de la dissolution psychologique, quelqu'un qui avait sondé l'abîme de sa propre cruauté et découvert que l'abîme le regardait aussi. La rencontre fatale fut fixée au 10 septembre 1419, sur le pont de Montero Foltillon,
un lieu symboliquement neutre entre les territoires contrôlés par les deux parties. Jean passa les semaines précédant ce rendez-vous dans des préparatifs frénétiques, révélant à la fois espoir et terreur. Il commanda une armure neuve spécialement pour l'occasion, mais ses mains tremblaient tellement lors des prises de mesure que le forgeron dut la refaire 3 fois. Ses nuits étaient consumées par des prières désespérées dans sa chapelle privée, où il restait agenouillé des heures durant, les genoux sanguinolents à travers son pantalon. Les serviteurs racontaient qu'ils le trouvaient souvent endormi devant l'autel, le visage marqué par les larmes séchées de celui qui pleure, non pas par repentir, mais par la peur de ce qui allait advenir. Le matin du 10 septembre, Jean se leva avant l'aube. Des témoins décrivirent son apparence semblable à celle d'un cadavre ambulant. Sa peau avait pris une teinte grisâtre, maladive. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites, sombres, et comme des grottes, et ses mains tremblaient constamment, comme des feuilles soumises au vent. Pendant le petit déjeuner, il fut incapable d'avaler quoi que ce soit de solide, ne parvenant qu'à quelques gorgées de vin dilué qu'il vomit aussitôt. Son confesseur particulier, le frère Bernard, écrivit plus tard que Jean passa plus d'1 heure à se confesser ce matin-là, révélant des crimes qu'il n'avait jamais avoués auparavant, y compris l'empoisonnement de 2 cardinaux et le viol d'une religieuse qui avait tenté de le faire chanter. Ces mots sortirent de sa bouche, tels du pus d'une plaie infectée, chaque confession étant plus horrible que la précédente, comme s'il cherchait à vider son âme de tout le mal avant de rencontrer le dauphin. L'acheminement jusqu'à Montero fut un cortège funèbre déguisé en mission diplomatique. Jean voyageait dans une litière fermée, incapable de monter à cheval en raison des spasmes qui secouaient son corps par intervalles réguliers. À travers les rideaux à demi ouverts, ses compagnons apercevaient ses lèvres remuer en prière compulsive, ses mains se déplaçant mécaniquement sur un chapelet de perles noires, tandis que ses lèvres murmuraient des oraisons en latin. De temps à autre, il poussait soudain un cri comme piqué par une guêpe invisible, effrayant les chevaux et poussant les soldats à scruter nerveusement les environs à la recherche d'ennemis. Lors d'une halte pour se reposer, on le vit marcher en cercle autour d'une croix de pierre au bord de la route, ses empreintes formant un motif hypnotique sur la terre, tandis qu'il répétait le nom Louis, encore et encore, comme une invocation macabre. Le pont de Montero avait été aménagé spécialement pour cette rencontre historique. Des structures en bois furent érigées en son milieu pour créer une sorte de pavillon neutre où les 2 dirigeants pourraient se rencontrer sans que aucun ne pose le pied sur le territoire de l'autre. De riches tapisseries couvraient les murs improvisés et des braseros réchauffaient l'air frais du début de l'automne. Le dauphin Charles arriva le premier, accompagné d'un groupe restreint de nobles et de gardes. Il était un jeune homme de 19 ans, maigre et pâle, aux yeux vifs brillant d'une détermination froide, contrastant violemment avec son apparence frêle. Contrairement à Jean, qui avait vieilli de plusieurs décennies en si peu d'années, Charles dégageait l'énergie agitée de celui qui savait que le destin de la France reposait entre ses mains. Lorsque Jean sortit enfin de sa litière, le contraste entre les 2 hommes fut choquant. Éternel géant parmi les mortels, le duc de Bourgogne donnait maintenant l'impression d'un spectre vacillant. Son armure, polie jusqu'à briller comme un miroir, ne parvenait pas à masquer le fait que l'homme à l'intérieur avait spectaculairement rétréci. Ses pas étaient incertains, tels ceux d'un ivrogne ou de quelqu'un marchant sur une glace fine. Lorsqu'il retira son aume pour saluer le dauphin, il dévoila un visage qui choqua même ses ennemis. Des cheveux entièrement blancs et clairsemés, une peau jaunâtre couverte de taches, et des yeux rouges et larmoyants comme ceux de quelqu'un n'ayant pas fermé l'œil depuis des semaines. Plus perturbant encore était l'odeur qui émanait de son corps, un parfum doux et nauséabond de chair en décomposition qui fit reculer plusieurs personnes instinctivement. La rencontre débuta par les formalités diplomatiques d'usage, mais dès les premiers instants, il fut évident que quelque chose clochait terriblement. Jean semblait incapable de soutenir le regard du dauphin.
ses yeux dérivant constamment vers l'ombre, comme s'il s'attendait à voir surgir des assassins. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait tenir les documents du traité. Son scribe dut les lui lire à haute voix, pendant que Jean hochait la tête d'un air compulsif. Lorsque vint le moment de signer les accords, Jean saisit la plume, mais fut incapable d'écrire. Sa main droite se tordait en spasmes incontrôlables, répandant l'encre sur le parchemin tel des gouttes de sang. Un de ses assistants dut diriger sa main pour former les lettres de son nom, transformant sa signature en un gribouillis enfantin semblable à un cri d'agonie figé sur le papier. Durant une pause dans les négociations, Jean demanda à parler en privé avec le dauphin. Les deux hommes se retirèrent dans une petite chambre à l'intérieur du pavillon, loin des oreilles indiscrètes de leurs conseillers. Les témoins ultérieurs reconstituèrent cette conversation d'après les cris entendus depuis la chambre fermée. Jean aurait alors chuté à genoux devant le jeune prince, ses paroles sortant en un flot incohérent de confessions, de supplications et de promesses. Il admit non seulement l'assassinat de Louis d'Orléans, mais des dizaines d'autres crimes qui étaient restés secrets pendant des années. Il parla d'enfants morts dans ces guerres, d'églises profanées par ses troupes, de femmes violées et d'hommes torturés dans ses cachots. Ces mots étaient ponctués de sanglots convulsifs qui faisaient trembler son corps tout entier, comme une marionnette aux mains d'un manipulateur fou. Le dauphin Charles écouta cette confession en silence, son visage jeune se durcissant à chaque révélation. Lorsque Jean se tut enfin, exténué par sa catharsis émotionnelle, le prince prononça une unique phrase qui résonnerait à travers les siècles. « Duc, il existe des crimes que même Dieu ne peut pardonner en cette vie. » Ces mots frappèrent Jean comme une sentence de mort. Il comprit instantanément qu'il n'y aurait ni pardon, ni rédemption, ni échappatoire aux conséquences de ses choix. Le jeune dauphin était devenu son juge et son bourreau, et l'exécution était imminente. Ce qui se produisit ensuite, le meurtre enveloppé de mystères et de versions contradictoires, mais les résultats furent sans équivoque. Lorsque Jean et le dauphin revinrent dans la chambre principale, l'atmosphère avait changé de manière fondamentale. Les gardes du dauphin s'étaient positionnés stratégiquement autour du pavillon, les mains reposant nonchalamment sur le pommeau de leurs épées. Jean remarqua ces modifications subtiles, et sa paranoïa explosa en un effroi absolu. Ses yeux s'écarquillèrent comme ceux d'un animal acculé, et il se mit à reculer vers la sortie du pavillon. C'est alors que Tanguy du Chastel, l'un des conseillers les plus proches du dauphin, fit un pas en avant. Ses mots furent simples et directs. « Jean de Bourgogne, vous êtes jugé et condamné pour crime contre la France et contre Dieu. L'exécution de Jean ne fut pas un acte propre et honorable comme une décapitation cérémonielle. Ce fut un massacre brutal et sauvage qui exposa toute la colère accumulée pendant des années de guerre civile. Le premier coup vint d'Archambault de Foix, qui enfonça sa hache dans l'épaule droite de Jean, traversant l'armure, comme si c'était du parchemin. Le duc hurla, un cri aigu et inhumain qui résonna sur le pont tel le hurlement d'un démon exorcisé. Il tenta de fuir, mais d'autres assaillants se joignirent à la carnage. Jean Louvet fractura son crâne d'un coup de masse, le sang jaillissant en gerbes qui tachèrent les tapisseries décoratives. Olivier le Daim, lui, trancha la gorge d'un coup de dague, le sang bouillonnant dans la plaie comme une fontaine macabre. Mais Jean n'était pas encore mort. Sa constitution robuste le maintenait conscient alors que son corps était méthodiquement démembré. L'aspect le plus horrible de la mort de Jean fut sa durée. Pendant plusieurs minutes agonisantes, il resta conscient tandis que ses assassins continuaient de le frapper. Ses mains tentaient désespérément de protéger son visage, mais les coups pleuvaient sans relâche. Une hache trancha ses doigts, une autre ouvrit sa poitrine, une lame pénétra son abdomen, libérant l'odeur putride de ses entrailles. À travers tout cela, Jean hurlait non de douleur, mais de terreur. La terreur d'un homme qui comprenait enfin qu'il payait pour chaque goutte de sang qu'il avait versée de son vivant. Ces derniers instants furent une épiphanie sanglante, où toutes ses victimes semblaient présentes pour assister à son agonie finale.
Lorsque Jean mourut enfin, son corps avait été réduit à une masse méconnaissable de chair et d'os brisés. Son visage, jadis beau et aristocratique, était si défiguré qu'il fallut l'identifier à l'aide des anneaux à ses doigts mutilés. Le sang s'était répandu en une flaque irrégulière sur les pierres du pont, et l'odeur métallique se mêlait au relent fétide émanant de ses intestins perforés. Les mouches se posaient déjà sur les plaies ouvertes avant même qu'ils ne cessent totalement de respirer, et les corbeaux descendaient des arbres proches, attirés par ce festin de chair fraîche qui les attendait. Le cadavre de Jean demeura sur le pont pendant plusieurs heures, exposé aux éléments et aux animaux charognards. Le dauphin Charles ordonna que nul ne touche au reste jusqu'au coucher du soleil, comme s'il voulait que toute la création soit témoin de la justice qui venait d'être rendue. Pendant ces heures macabres, corbeaux et corneilles descendaient en bandes noires, piquant les yeux du mort et arrachant des lambeaux de chair sur ses plaies béantes. Le vent froid de septembre transportait l'odeur de la mort à travers les champs environnants, alertant les paysans lointains qu'un événement terrible s'était produit sur le pont de Montereau. Quand on retira enfin le corps au crépuscule, il fallut le gratter des pierres à l'aide de pelles, tant le sang avait coagulé et adhéré à la surface du pont. Les restes furent placés dans un sac de jute, comme de simples ordures, puis transportés à l'abbaye voisine de Saint-Louis de Poissy. Même là, les moines refusèrent initialement d'accorder une sépulture chrétienne au cadavre, arguant que Jean était mort en état de péché mortel. Il fallut une ordre directe du dauphin pour que l'inhumation ait lieu, et encore ne fût-ce qu'une cérémonie expéditive et sans faste, réalisée pendant la nuit pour éviter les émeutes. L'homme qui autrefois fut enseveli en or et en pourpre gisait maintenant dans une fosse peu profonde, couvert seulement de terre commune, et d'une poignée de prières chuchotées à contre-cœur. Dans les jours qui suivirent l'assassinat, des récits étranges commencèrent à circuler dans la région. Des voyageurs passant par le pont de Montereau la nuit affirmaient entendre des cris agonisants résonnant au-dessus de l'eau, comme si l'esprit de Jean revivait éternellement ces derniers instants de terreur. Les pêcheurs locaux juraient que la rivière avait pris une teinte rougeâtre qui persistait même après les pluies d'automne. Plus troublant encore étaient les témoignages relatant l'apparition d'une silhouette spectrale sur le pont lors des nuits de nouvelle lune. Un homme en armure ensanglantée, marchant d'un bord à l'autre, appelant pardon d'une voix qui faisait hurler les chiens de la région. La mort de Jean déclencha une série d'événements qui transformèrent complètement le paysage politique de l'Europe. Son fils, Philippe le Bon, jura vengeance contre le dauphin Charles, perpétuant ainsi le cycle de la violence initié par son père. L'alliance avec les Anglais fut renforcée, et les guerres se poursuivirent pendant encore plusieurs décennies, causant d'innombrables souffrances au peuple français. Paradoxalement, l'homme qui mourut en cherchant la paix avec la France avait, par sa mort violente, engendré une destruction encore plus grande. C'était comme si son fantôme avait trouvé un moyen de continuer à semer la discorde même après sa mort. Dans les années qui suivirent, la figure de Jean sans devint un sombre symbole dans la mémoire collective française. Les chroniqueurs de l'époque l'évoquèrent comme une mise en garde contre les dangers de l'ambition démesurée et de la trahison de la patrie. Ces atrocités furent documentées en détails grotesques, chaque crime répertorié comme un exemple de ce qui arrive lorsque l'on vend son âme au diable en échange d'un pouvoir terrestre. Les enfants français grandirent en entendant des histoires sur le duc maudit qui avait trahi son propre pays et payé le prix ultime pour sa perfidie. Sa mémoire devint un miroir noir dans lequel la société médiévale pouvait contempler ses propres péchés et terreurs. Des documents découverts des décennies après sa mort révélèrent l'étendue complète de la corruption morale de Jean. Des lettres interceptées montraient qu'il avait planifié d'empoisonner le roi Charles VI lui-même durant l'un de ses accès de folie, profitant de la vulnérabilité du monarque pour accélérer sa montée au pouvoir. Les registres financiers indiquaient qu'il avait détourné des fonds destinés à la défense nationale pour financer ses palais personnels.
laissant les forteresses françaises sans défense, tandis qu'il dépensait des fortunes en tapisseries et en bijoux. Plus choquant encore fut la découverte d'un journal secret dans lequel Jean consignait ses crimes avec une précision clinique, comme s'il dressait l'inventaire de marchandises. Chaque assassinat y figurait avec sa date, son mode opératoire et sa justification, révélant une mentalité ayant transformé le mal en une science exacte. L'une des entrées les plus troublantes de ce journal, daté de mars 1416, décrivait un dîner où Jean avait fait servir de la chair humaine à ses convives, déguisés en sangliers. L'entrée était rédigée d'un ton décontracté, comme s'il relatait une plaisanterie anodine. Les seigneurs anglais ont particulièrement apprécié le sanglier de ce soir. S'ils savaient qu'ils dégustaient le forgeron qui tenta de me dénoncer, ils auraient peut-être moins d'appétit. Il est délicieux de faire littéralement consommer ses ennemis par leurs propres mains. Cette révélation éclairait les rumeurs qui circulaient sur des banquets étranges à la cour bourguignonne, où les convives tombaient souvent malades après les repas et où certains plats avaient des saveurs indéfinissables. D'autres documents révélèrent que Jean avait établi un réseau secret d'informateurs comprenant des prostituées, des mendiants et même des membres du clergé. Ce réseau fonctionnait comme une toile d'araignée, s'étendant à travers toute la France, recueillant des secrets, faisant chanter des nobles et éliminant discrètement ceux qui menaçaient son pouvoir. Les méthodes employées par ces agents relevaient du cauchemar. Des poisons provoquant une agonie lente et cruelle, des accidents arrangés éliminant les témoins gênants et des tortures psychologiques détruisant la santé mentale. Des victimes sans laisser de traces visibles. Jean avait créé un état policier médiéval où la peur était la monnaie courante et la paranoïa la condition nécessaire à la survie. Les répercussions de la mort de Jean s'étendirent bien au-delà des frontières françaises. En Angleterre, la nouvelle fut accueillie avec effroi par les classes dirigeantes, qui y virent un précédent dangereux quant au traitement des nobles alliés. Le roi Henri V, ayant placé de grands espoirs dans l'alliance bourguignonne, fut contraint de repenser totalement sa stratégie militaire en France. Privés du soutien de Jean, les Anglais perdirent l'accès à des routes d'approvisionnement cruciales et à des renseignements vitaux qui avaient été déterminants pour leurs victoires antérieures. La mort du duc de Bourgogne marqua le début du déclin du pouvoir anglais en France, un processus qui culminerait plusieurs décennies plus tard avec l'expulsion définitive des envahisseurs. Au sein du Saint-Empire romain germanique, la nouvelle de la mort de Jean provoqua des ondes de choc à travers toutes les cours nobles. L'empereur Sigismond, qui entretenait des relations diplomatiques complexes avec le duc, fut contraint de repenser ses alliances en Europe occidentale. Des lettres conservées dans les archives impériales montrent que Sigismond considérait Jean comme un partenaire utile mais dangereux, capable de servir les intérêts impériaux, mais jamais digne de confiance. La mort violente du duc rappela brutalement que même les plus puissants peuvent chuter rapidement lorsqu'ils perdent le soutien populaire et la légitimité morale. En Italie, où Jean entretenait d'importants liens commerciaux et diplomatiques, sa mort fut perçue à travers le prisme de la politique renaissante. Les princes italiens, habitués à la violence politique et au retournement de pouvoir, analysèrent cet assassinat comme une étude de cas sur les risques de la trahison et de la surextension militaire. Machiavel, écrivant plusieurs décennies plus tard, s'inspirerait de l'exemple de Jean sans peur pour illustrer comment un prince peut tout perdre en abandonnant les principes fondamentaux de loyauté et de légitimité. Pour les Florentins et les Vénitiens, la mort de Jean confirmait leurs soupçons selon lesquels la politique française était plus brutale et instable que la leur, justifiant leur préférence pour des alliances avec des puissances plus stables et prévisibles. Des analyses toxicologiques des tissus conservés révélèrent également des traces de diverses substances vénéneuses dans son organisme, indiquant que Jean avait été progressivement empoisonné plusieurs mois avant sa mort. Ces poisons, probablement administrés par petites doses dans sa nourriture et sa boisson,
expliquait sa détérioration physique accélérée et ses symptômes neurologiques au cours des dernières années de sa vie. Cette découverte suggère que ses ennemis avaient planifié sa mort longtemps avant la rencontre de Montero, utilisant l'entrevue diplomatique comme une occasion de parfaire un processus d'assassinat déjà entamé depuis longtemps. L'héritage de Jean sans peur demeure l'un des plus sombres de l'histoire médiévale européenne. Sa vie illustre parfaitement comment le pouvoir absolu peut corrompre absolument, transformant un homme apparemment civilisé en un monstre capable d'atrocités inimaginables. Sa mort, quant à elle, démontre que même les plus puissants ne sont pas au-dessus des conséquences de leurs actes, et que la justice, même tardive, rattrape finalement ceux qui la défient. En définitive, Jean découvrit qu'il avait bâti sa forteresse sur un sable moral mouvant, et lorsque les tempêtes de l'histoire éclatèrent, toute sa structure de pouvoir s'effondra, l'ensevelissant sous les décombres de ses propres ambitions destructrices. Le pont de Montero, où Jean trouva une fin sanglante, devint un lieu de pèlerinage macabre pour ceux fascinés par la brutalité du pouvoir médiéval. Encore aujourd'hui, les visiteurs rapportent une atmosphère oppressante en marchant sur les pierres sur lesquelles tant de sang fut versé. Les guides locaux chuchotent des récits d'apparitions spectrales et de cris fantomatiques résonnant durant les nuits sans lune, comme si les événements de septembre 1419 se répétaient éternellement dans le théâtre cosmique de la justice divine. Ce lieu sert de rappel perpétuel. Même dans la mort, certains hommes ne trouvent aucun repos, surtout ceux qui ont consacré leur vie à refuser la paix aux autres.